Philippe Vasseur du Pas-de-Calais-Picard, célèbre, hein, c'est vraiment une niche le Pas-de-Calais-Picard, et ancien ministre, député, vous fûtes un homme politique, et puis un jour vous avez décidé de poser le tablier, de dire c'est fini, j'ai fait mon chemin en politique, et je vais essayer d'apporter mon expérience, mon énergie aussi d'ailleurs, eh bien, à la transformation du monde, du territoire, et ça donne Rêve 3 pour faire que les Hauts-de-France, présidés par Xavier Bertrand, faut-il le rappeler, deviennent une région pilote en Europe. Donc je vous laisse nous expliquer tout cela, et puis ensuite on va continuer évidemment cette deuxième journée. Je vous remercie et je souhaite la bienvenue à toutes les courageuses et à tous les courageux qui sont présents pour ouvrir ce deuxième jour du colloque Amiens Energy Summit. Vous nous invitez donc à nous projeter vers 50. Alors je vais le faire, mais arbrousse-poil. C'est-à-dire que je vais commencer non pas en parlant de 50 du 21e siècle, mais de 50 du siècle dernier, 1950. Ça ne va pas durer longtemps. Juste pour rappeler un chiffre. Est-ce que vous savez quel était le montant du PIB, de la production, de la richesse mondiale produite dans l'année en 1950 ? Un peu plus de 5 000 milliards de dollars. 5 336 milliards tout à fait précisément. Et est-ce que vous savez où nous en serons l'année prochaine, en 2020 ? Nous serons proches de 90 000 milliards de dollars. On va être à 88 000 cette année. Vous vous rendez compte le saut en 70 ans que nous avons accompli. La production a été multipliée par 16. Et si jamais on continue à avoir une croissance mondiale relativement faible, c'est-à-dire de l'ordre de 3% à peu près dans les années qui viennent, je parle sous le contrôle de Michel de Bonneuil, eh bien le PIB mondial doublera dans les 25 ans qui viennent. C'est-à-dire qu'en un siècle, de 50 à 50, de 1950 à 2050, on sera passé d'une production mondiale qui aura été multipliée par 32 minimum. Alors la question qu'on se pose, et il n'y a pas besoin d'être aujourd'hui expert en climatologie, etc., c'est pouvons-nous continuer à produire de la même façon, dans la perspective des années 50 ou même des années 2020, que ce que l'on faisait au siècle dernier ? La réponse est évidemment non. C'est tout à fait impossible. Et nous sommes confrontés à une triple révolution, en quelque sorte, qui vient des chiffres que j'ai évoqués devant vous. Une révolution technologique, ça va très vite, à une vitesse incroyable. Tenez, tiens, vous avez peut-être ça dans vos poches, peut-être certains d'entre vous l'ont. Ça a 12 ans d'existence. Le smartphone, c'est-à-dire on passe du téléphone à un véritable ordinateur dans vos poches, ça bouleverse complètement toutes les données établies. On ne sait pas encore ce qu'on va trouver dans les années qui viennent, intelligence artificielle, etc., etc. Premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu des ressources. Il a été évoqué hier. Même si jamais on nous dit que l'on a encore devant nous des réserves pétrolières importantes, il y a un certain nombre de matériaux fossiles qui viennent à manquer. Et on sait qu'ils vont devenir de plus en plus rares. On l'évoquait pour le lithium hier, donc de plus en plus cher, ce qui va poser des problèmes qui peuvent aller jusqu'à des tensions, d'ailleurs, entre les territoires, entre les différents pays. La question des ressources est essentielle. Elle nous amène à nous interroger sur nos modèles économiques, sur les modèles nouveaux, d'ailleurs, que l'on peut mettre en place, enfin nouveaux, disons, adaptés au siècle où nous sommes, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, etc. Mais je pense que sur l'économie de la fonctionnalité, on aura l'occasion tout à l'heure peut-être d'avoir davantage de détails. Et puis le troisième enjeu, le troisième défi, j'aurais peut-être dû le mettre en premier d'ailleurs, c'est l'environnement. Et là encore, il ne s'agit pas de se jeter des chiffres à la figure. Nous savons bien précisément les externalités négatives qui sont créées par le système dans lequel nous sommes. Voilà, c'est un constat, simplement. Et personne ne peut celui-là le mettre en doute. Alors, on a le choix. Le choix, il est d'attendre que ça se passe, de subir, ou d'essayer d'anticiper et de s'adapter. Ici, dans cette région de Hauts-de-France, je parle notamment de la partie septentrionale, on a vu ce que ça pouvait donner. Quand on exploitait à fond une richesse qui était une richesse fossile, je parle évidemment du charbon, 55% du charbon national était produit dans cette région, et puis un jour, ça se tarit. Du charbon, il n'y en a plus, et on a une région qui est précipitée dans la crise. Et pour éviter le retour de ce qui a été en quelque sorte la mise à mal au cours de la deuxième révolution industrielle, on a décidé collectivement de se projeter dans la troisième, d'anticiper en quelque sorte. Et c'est de là qu'est né Rêve 3.
Alors REV 3, c'est un objectif et c'est une méthode. L'objectif, c'est de faire de la région de Hauts-de-France une région durable et connectée. Je pense que ce n'est pas la peine que je développe, ni durable, ni connectée. Tout le monde aura compris. Et c'est vraiment cette feuille de route qui nous projette effectivement vers l'année 2050, vers la moitié de ce siècle, en disant collectivement, et là j'en arrive à la méthode, mettons-nous en ordre de marche, en ordre de bataille, parce qu'il s'agit d'une véritable guerre en quelque sorte, quelquefois une guerre contre nous-mêmes, pour faire en sorte que nous puissions atteindre cet objectif. Et la méthode, elle est très simple. C'est d'abord une méthode, en patois picard, on dit bottom-up. C'est-à-dire, c'est ce qui naît de la base, plutôt que d'être imposé en haut. On a encore ces réflexes-là. Je le constate en permanence, y compris chez des gens qui adhèrent à la démarche. On a toujours cette volonté d'agir en top-down, en silo, c'est-à-dire les choses doivent aller du haut vers le bas. Et le bas est bien content de recevoir ce que le haut lui concède, en quelque sorte, mais ça ne marche plus comme ça. Et pour nous, il faut vraiment que ça vienne de la base, entre guillemets. Ce n'est pas péjoratif, bien au contraire. C'est-à-dire que ça vienne des entreprises, des acteurs eux-mêmes et des territoires. Il ne faut rien imposer, il faut convaincre et il faut s'unir. Et ça, c'est la deuxième caractéristique, c'est de faire en sorte qu'on puisse, autour d'un projet, autour de cette perspective que nous voulons tracer, de ce que sera l'économie de cette région. Et quand je dis l'économie, c'est aussi la société de cette région dans les décennies qui viennent, et de faire en sorte d'y concourir tous. Trop souvent, et je ne vais pas faire de référence à l'actualité, mais on voit bien qu'il y a une césure entre le monde politique, entre le monde économique et entre le monde social. Et ce que nous avons voulu, nous, dès le départ, et ça a été le petit miracle qui dure, c'est faire en sorte que nous ayons une attitude fédérative, ou fédératrice, comme vous voulez, coopérative, c'est-à-dire qu'on mette la totalité des acteurs au service d'un projet. Le monde politique, bien évidemment. On ne peut rien faire sans le monde politique, c'est tout à fait évident. Il faut bien des représentants de l'intérêt général et des gestionnaires, en quelque sorte, de l'argent public. Et puis le monde économique. On a démarré il y a quelques années avec un président de région qui n'était pas Xavier Bertrand, avec une région qui n'était pas celle de Hauts-de-France, qui était à l'époque celle du Nord-Pas-de-Calais, où on a réussi en quelque sorte à unir nos forces. Et on a réussi ce petit prouesse qui consistait à faire en sorte que le conseil régional, la chambre de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, bref, les deux mondes puissent s'unir sur un projet. Il est arrivé ce que vous connaissez, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, on a appris que les deux régions, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, étaient fusionnées. Pourquoi ? Parce que. Et il y a eu des élections et ce qu'on appelle une alternance. Et c'est là où ça commence. En général, en politique, vos prédécesseurs sont des incapables et vos successeurs sont des usurpateurs. C'est généralement comme ça que ça se passe. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que dès le départ, Xavier Bertrand, qui avait été consulté, qui avait participé à un certain nombre de démarches, a trouvé que l'engagement qui avait été pris, qui datait de 2013, était un engagement qu'il fallait étendre à la totalité de Hauts-de-France et qu'il fallait renforcer et accélérer. Et donc, il s'est emparé de cette démarche, avec d'ailleurs des liaisons, des liens curieux entre son prédécesseur, qui était socialiste, et lui, qui, à ma connaissance, ne l'est pas, en tout cas pas encore, j'ai cru comprendre, mais ce n'était pas le problème. Le problème, ce n'était pas d'essayer de se mettre d'accord sur tout, d'apparaître comme étant évidemment les meilleurs amis du monde. La question, c'était de se dire, est-ce que l'on peut s'entendre sur ce qui constitue le corps de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les trois enjeux, les trois défis, et y apporter les réponses qui sont partagées par tout le monde. Autrement dit, c'est en quelque sorte la loi du consensus relatif. Il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout. La démocratie fait qu'on a évidemment des enjeux que l'on peut débattre, que l'on peut contester, mais il y a quand même au centre un corps de doctrine, si je peux dire, enfin des éléments. Si je vous dis, est-ce que vous êtes pour ou contre la liberté, vous n'allez pas me répondre, on est contre. Bon, voilà, donc on peut se mettre d'accord sur ce qui constitue en quelque sorte des engagements non partisans. Et c'est ce qu'a fait Xavier Bertrand, qui a souhaité renforcer ce côté fédératif coopératif en créant ce qu'on a appelé la mission REV 3, qui est une mission, comme son nom l'indique, réunissant à la fois le conseil régional et à la fois
des collaborateurs des chambres de commerce et d'industrie. Et nous attendons, et le projet qui est devant nous, c'est aussi d'élargir au maximum. Ce que nous avons fait d'ailleurs il y a un an, je ne vais pas dire en absorbant, ce serait vraiment un mauvais mot, mais en faisant en sorte que nous rejoignent le monde académique. On a signé ce que l'on appelle un protocole d'accord UNIREF 3, où la totalité, je dis bien la totalité des universités de cette région, ça peut vous paraître banal, mais croyez-moi, faire en sorte que les 7 universités de cette région, celle du versant nord, celle du versant sud, celle qui est plutôt, dit-on, tournée vers Paris, et celles qui ont d'autres visions, des universités, dont une sur les 7 est privée alors que les 6 autres sont publiques, c'était pas gagné d'avance. Et les 7 universités, 15 grandes écoles, les organismes de recherche ont signé ce protocole d'accord. Et nous avons donc aujourd'hui véritablement un ensemble d'acteurs qui sont tournés vers ce fameux défi de 2050. Alors, je suis ici à Amiens pour vous rappeler ce qu'a été REF 3, j'en ai fini, rassurez-vous. Je voudrais absolument remarquer, et je ne le dis pas, ce n'est pas de la flagornerie, c'est vraiment un constat que j'ai fait, c'est que Amiens coche toutes les cases. Que ce soit sur la volonté collective du territoire, telle qu'elle s'est exprimée, qu'elle s'exprime aujourd'hui, et sur les innovations qui sont en cours. Moi, j'avoue que Amiens peut devenir une véritable vitrine, et je dirais même une locomotive pour REF 3. Je pense qu'Amiens a besoin de REF 3 et REF 3 a besoin d'Amiens. Je crois que les deux ont des intérêts qui sont des intérêts tout à fait partagés. J'avoue avoir découvert en Picardie, dans l'ex-Picardie, mais on continuera de l'appeler Picardie, et d'avoir découvert notamment à Amiens de véritables pépites, ce que l'on ignorait. Vous êtes quelquefois trop modeste ici. Il y a des choses, moi je connais des régions de France où on n'en fait pas le quart, mais on le fait plutôt savoir. Bon. Et ici, il y a des foisonnements de projets. Brigitte Fourret rappelait hier les atouts et les projets qui étaient en cours sur Amiens. C'est vraiment, je pense, quelque chose d'extrêmement dynamique. Et il faut peut-être avoir cette vision dynamique, de ne pas avoir de complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Je connais bien la totalité du territoire des Hauts-de-France. Je peux dire qu'ici, vous avez véritablement une excellence à mettre en avant. Moi, j'ai fait des découvertes. J'ai été invité, je n'ai pas vu Mohamed s'il est là, mais il va arriver peut-être tout à l'heure. Mohamed Ben Lassen été invité à visiter l'université de Picardie il y a un petit bout de temps déjà. Il s'intéressait donc à REF 3. Et il m'avait fait donc fait part de tout ce qui se passait à l'université. Il m'avait notamment fait visiter le laboratoire de Mathieu Morcrette, qui a été mis à l'honneur hier et tout à fait à juste titre. Et j'en avais été complètement bluffé. Je trouve que là, il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors, évidemment, on est en France. C'est quelquefois un peu compliqué. On a plus qu'une pépite, là. On a vraiment, je crois que c'est vraiment un gros caillou d'or. Il faut impérativement faire en sorte que ce qui est né sur ce territoire, ce qui est véritablement ce qui a été trouvé ici sur ce territoire, profite au territoire. C'est à mon avis, si on n'est pas capable de faire ça, alors on ferme REF 3. C'est pas la peine. Je pense qu'on va trouver les financements nécessaires. Je pense que Tiamat pourra prospérer et que derrière, on pourra faire d'Amiens, peut-être, en tout cas c'est vraiment une ambition qu'on doit avoir, une capitale des batteries. Capitale européenne, voire capitale mondiale, avec de nouvelles technologies. On saura faire, on saura trouver ce qu'il faut. En matière de financement, d'ailleurs, et ça c'est une des caractéristiques de REF 3, c'est pas le problème majeur. Le principal problème, c'est d'avoir des projets, d'avoir des bons porteurs de projets, puis derrière se pose la question des financements. Mais on a une batterie de réponses aujourd'hui que nous avons mise en place. On est capable de mobiliser les financements publics, ceux du Conseil régional, bien évidemment, ceux de l'Europe également, ceux de l'État, et notamment avec l'ADEME, qui est un des partenaires actifs de la démarche, et puis de mobiliser, bien évidemment, ce qui est important, des financements privés. Et nous avons un hub du financement où tous les acteurs pouvant financer viennent prendre, disons, connaissance d'un certain nombre de projets, et nous lançons à partir de janvier prochain, donc c'est dans un mois quasiment, ou un mois et demi, ce que nous appelons les programmes d'investissement REF 3. Ça s'appelle PIREF 3, il faut toujours trouver des acronymes, qui sont justement destinés
à faire en sorte que les projets, qui peuvent éprouver à certains moments des difficultés par leur complexité, par leur dimension, à trouver les financements nécessaires, les trouvent en croisant des financements publics et des financements privés. C'est une ingénierie nouvelle que nous mettons à la disposition des porteurs de projets, et donc, bien évidemment, à la disposition d'Amiens et des nombreux projets d'Amiens. Au premier rang desquels figure évidemment ce projet ambitieux, un peu fou peut-être, mais je pense qu'il faut avoir cette ambition un peu folle, de dire que Amiens sera la première agglomération, la première ville de la première agglomération de cette importance, de plus de 200 000 habitants, autonome en énergie en 2050. Alors on a vu hier, il y en a toujours pour doucher un peu les enthousiasmes, mais c'est normal, on a vu hier que ce n'était pas gagné d'avance, qu'on partait de loin. Eh bien tant mieux, parce que nous aurons l'occasion de pouvoir montrer les progrès qui s'accomplissent d'année en année. C'est vrai que c'est loin 2050. Je dis 2050, parlez de 2050, moi vous me parlez de 2050, je me sens concerné à travers mes enfants, mes petits-enfants, mais bon, 2050, quand vous parlez au public, ça accroche pas, quoi. Et donc il faut avoir cet objectif à long terme, mais il faut faire en sorte aussi que ce que nous disons soit compris, assimilé et adopté par la population. Et donc il faut avoir des réponses qui sont des réponses de court terme. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Avoir des objectifs de long terme et puis avoir des réussites de court terme. Alain Geste le disait hier, rien, je le cite, ne se fera sans les citoyens. Et c'est notre problème et c'est probablement notre faiblesse aujourd'hui. Je pense qu'entre initiés, on est capable de se projeter et de voir ce qu'il faut faire. La population est sensibilisée aussi à un certain nombre de thèmes. Elle l'a été particulièrement dans cette année 2019, qui a marqué en quelque sorte un tournant. Il y a une prise de conscience, et pas seulement chez les plus jeunes. Il faut arriver peut-être à faire en sorte que cette prise de conscience, qui est une prise de conscience anxiogène, se transforme en espérance, c'est-à-dire en volonté d'agir. Et donc pour ça, il faut évidemment dialoguer beaucoup. C'est un peu le mal que nous pouvons avoir. Faire comprendre, expliquer, pédagogie, dialogue. Et puis aussi montrer quel peut être l'intérêt personnel de la population. On agit pour le bien commun. En quoi le bien commun concerne-t-il chaque foyer de cette région? Et c'est vraiment ce que nous devons mettre sur la table. Et puis ensuite, agir dans la temporalité, c'est-à-dire être capable de montrer que l'on a un objectif, mais que cet objectif se décline d'année en année. On l'a vu hier, par exemple, quand Brigitte Fourret a évoqué la ferme solaire. La ferme solaire, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, ou la centrale solaire, dont elle a dit qu'elle allait servir, qu'elle pouvait servir, c'était l'équivalent, à alimenter le réseau des 43 bus électriques, qui est déjà en fonctionnement, plus d'ailleurs à l'Aquapole, et que cette ferme solaire, c'était pour 2022. Étape par étape, je pense que l'on peut être amené à démontrer que l'on est sur cette trajectoire, qui est une trajectoire en quelque sorte vertueuse et caractéristique de ce que peut être le futur amiénois. Ce colloque est en quelque sorte un colloque fondateur, prenons-le comme ça, c'est le premier, toujours difficile, le premier, mais il faudra qu'il y en ait d'autres. Je crois que vous avez prévu tous les 2 ans d'avoir une réunion de cette nature, et je pense que c'est une bonne échéance qui permet peut-être de montrer quels peuvent être concrètement les projets. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, je pense que Amiens est une grande chance pour la région de Hauts-de-France. Ne la ratons pas et faisons en sorte que Amiens soit véritablement un territoire démonstrateur de cette excellence que nous pouvons avoir dans les Hauts-de-France. Et je remercie donc les organisateurs de ce sommet, de cet Amiens Energy Summit, d'avoir tressé ces liens avec REF 3. J'espère qu'ils seront fructueux. Merci. Merci.